Je tiens à vous remercier de votre accueil chaleureux. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur, combien c'était sympathique. Et je sentais même, comme on dit, des ondes positives vraiment rentrant ici. Parce qu'on voit la simplicité, mais je ne veux pas dire simplicité. Humilité, etc. Enfin, bref. Merci beaucoup de remercier de l'accueil parce que, comme vous le savez, dans notre culture burundaise, c'est une population hospitalière qui aime les visiteurs, qui, en premier lieu, on doit donner la meilleure place aux visiteurs et comme ça, on occupe, on doit avoir à manger quelque chose, c'est toujours comme ça. Soyez donc à l'aise, vous êtes les bienvenus. Alors, on pourrait savoir à qui je fais face maintenant. Je tiens à remercier notre ami, journaliste qui m'a proposé de venir vous rencontrer pour essayer de discuter un peu des accords d'Arusha qui avaient commencé sous l'égide de Nelson Mandela et qui avaient fini, je pense, ils ont été signés par en 2000. Le 28 c'est ma mémoire, c'est ma mémoire ne me trahit pas. Mais ce que je voudrais rappeler, c'est que depuis la signature de ces accords jusqu'à présent, ça fait quand même 23 ans, puisque deux décennies, les choses n'ont pas avancé assez dans l'esprit. Et ils n'ont pas, été suivis pour réaliser des objectifs qui ont été discutés lors de cette conférence d'Arusha. Une question essentielle là-dessus, c'est-à-dire ces obstacles, etc., qui ont freiné, disons, la réalisation de ces accords, etc., est-ce que c'est dû à des facteurs internes ou à des facteurs externes? Monsieur le journaliste, quand je vous ai suivi, vous avez beaucoup expliqué, vous avez posé beaucoup de questions. Mais moi, de tout ce que vous avez raconté, et vous n'avez pas été très concret, mais j'ai retenu ce qui suit. Dit-on en français qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Pourquoi l'accord d'Arusha? Ça, c'est la première question que je me pose pour vous donner les éclaircissements évidemment, pour relever tous les équivoques que vous avez mis. Secondo, quand vous avez expliqué ce qui a avancé ou n'avance pas, peut-être que vous n'êtes pas bien informé. Vous me ramenez à évaluer brièvement la mise en application de l'accord d'Arusha. Comme ça, vous aurez l'éclaircissement là-dessus et vous saurez si réellement ça a été très bien. Et enfin, vous avez semblé vous poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a trop à payer, il y a une plateforme pour pouvoir de vivre ensemble, de s'entendre, dans tout le secteur de la vie nationale, santé, et autres. Et voilà. Je vais essayer de tenter de répondre à ces trois éléments comme ça, tous les équivoques que vous avez, étant donné que vous avez essayé de poser des questions, de vous interroger et de faire une analyse. Et voilà, brièvement, permettez-moi, monsieur le journaliste, de commencer par la première question qui concerne pourquoi l'accord d'Arusha. Monsieur le journaliste, si permettez-moi de faire un bref historique en quelques minutes de la problématique burundaise. La crise burundaise date depuis la veille de l'indépendance du Burundi, quand les colonisateurs ont commencé justement la chasse contre le leader de l'indépendance au Burundi, son Altesse royale, le prince Louis Rwagasore. Et évidemment, problématique il y a eu, et il avait fait l'été ici en Belgique, mais ils sont parvenus à s'indiquer pour qu'ils disparaissent. Assassiné le 13 octobre 1961. Et pourtant, comme tous les Burundis étaient déjà rassemblés, ils ont continué le combat pour l'indépendance. Et voilà qu'en date du 1er juillet 1962, le Burundi devenait indépendant. Ce qui n'a pas plu, bien sûr, aux colonisateurs. Il y avait aussi un combat en RDC avec Patrice Lumumba, comme vous le savez. Il y avait Mwalimu Julius Nyerere à République du Tanzanie à côté. C'était vraiment un courant de l'indépendance. Qu'est-ce qui est passé alors au Burundi? Nous sommes indépendants. Et puis, il y a évidemment un gouvernement qui a été mis en place, mais c'était sous la monarchie constitutionnelle, évidemment. Il y avait le roi, il y avait le premier ministre et un gouvernement. Mais comme vous avez parlé des facteurs externes qui auraient influencé la problématique, vous avez raison.
c'est évidemment la colonisation. Ce sont des anciens colonisateurs qui n'ont pas pu digérer justement la situation qui est faut de quitter l'Afrique et venir ici en général et quitter le Burundi en particulier. Alors, ils ont toujours tenté d'essayer de perturber le fonctionnement des pays. C'est ainsi que, en 1965, au moment où il y avait les élus dans la population, les honorables députés, la majorité d'entre eux ont été assassinés. Et les autres ont fui le pays. La crise continue. En 1965, je crois, après, il y a le capitaine Michel Michombero qui a pris le pouvoir et qui a aboli la monarchie. Il imposa un gouvernement militaire dans la sous-région et puis tous les partis politiques ont été effacés, sauf le parti unique Brona. Et voilà, c'était la dictature militaire. Mais, quelques 2 ans après, c'est le génocide en 1972 contre les Hutus. Ici, je vais éclaircir parce que le Burundi, c'est eux les colonisateurs, comme ce sont eux qui ont venu mesurer le nez, les tailles déjà. Ils ont calqué, ils ont divisé en 3 catégories, à savoir les Hutus, les Tutsis et les Trois. Avec les Hutus, les Tutsis et les Trois. Avec comme pourcentage, les Hutus, c'est les colonisateurs qui sont à 85% de la population, donc la majorité. Les Tutsis qui sont à un pourcentage de 14%, c'est le colonisateurs évidemment, ce qu'ils ont écrit. Et enfin, avec les Trois qui sont à environ 1%. Et comme il y avait un principe de colonisateurs divider et impera, c'est-à-dire diviser pour régner, c'était leur stratégie de poser des problèmes dans les différents pays du monde. Les Burundais ont fui au pays, il y a des forces communes partout, problématiques, dictature militaire. La situation était dramatique. Moi qui vous raconte cette histoire, j'ai commencé à être réfugié à 2 ans. C'était le 29 avril 1972. À la veille, mon père a acté le Burundi pour aller en Tanzanie. On m'a pris sur le dos. Et voilà ce qu'on m'a raconté. Moi, j'ai commencé à distinguer le bien et le mal étant étranger. Une fois revenu, après les humanités, quand j'allais faire les expériences militaires, j'ai fui au Rwanda, quand on a assisté le chef de l'État Ndada et le Kyo. Mais avant d'arriver à 1993, il y a eu toujours des problèmes internes. Coup d'État militaire. Le capitaine Michel Michombero a été limogé par le colonel Jean-Baptiste Bagaza en 1976. Coup d'État. Ils étaient tous pour la même ethnie, même province, même commune. Province de Bouli, au Burundi. Eh bien, c'est pas fini. Bouya se prépare et tous avaient fait les études ici, au Royaume de Belgique. Lui, il fait son coup d'État 10 ans après pour limoger le colonel Bagaza. Vous voyez que le Burundi n'a jamais eu de paix, n'a jamais eu de stabilité, raison pour laquelle donc on a vécu toujours des problématiques. Toutefois, au cours de ces années, il y avait quand même des tentatives. Ici, je sors trempé sur le 3e élément de l'objectif d'une plateforme de collaboration de vivre ensemble. Il y a le Rwanda, le Burundi et la RDC, malgré les difficultés, qui avaient mis en place ce qu'on appelle la CPGL, la communauté des pays des Grands Lacs, dont le siège se trouvait à Kigali au Rwanda. Ils avaient partagé des avantages. Au Burundi, il y avait une grande société qu'on appelle, qui s'occupe de l'agriculture et de l'élevage. Agriculture et élevage dans toute la région, dont le siège se trouve au Burundi. Tandis qu'en RDC, c'était au niveau de l'électricité, il y a un grand barrage dans cette région. Vous voyez qu'il y avait des tentatives de se mettre ensemble avec la CPGR. Il y avait un moment où on allait au Rwanda, en RDC, au Burundi, avec la carte nationale d'identité de chaque pays, qui était acceptable, sans distinction aucune. Ce sont que des crises qui ont ramené qu'on commence à faire la carte CPGL. Vous savez, vous la connaissez très bien, mais le ménage aux migrations, on adore, si vous allez à la lycée, tout ça au Rwanda. Donc, c'était un problème. Il y a eu des tentatives, mais malgré, à cause des coups d'État, à cause des richesses qui sont là, et le Congo qui veut toujours créer cette insécurité, envie de pouvoir toujours piller les richesses qui sont là. On n'a pas eu de paix pour se stabiliser. Donc, ce qu'il y a eu comme problème,
on a raison d'avoir des problèmes. Donc, c'est ça la situation dramatique. C'est pourquoi vous avez des milliers de Burundais qui sont à l'étranger. Ici, on a environ 20 000 Burundais qui sont réfugiés en Belgique. Hein. Ici seulement. En Tanzanie, Michel Mokatuma et Ouyankou, il y a plus de 200 000 Burundais. Ils se sont multipliés, mais là, c'est peut-être à 4 000, je ne sais pas. Et qui ont cette Tanzanie et qui ne sont pas revenus. À cause de ces crimes, 72 par exemple. Voilà, monsieur le journaliste, il n'y a pas de fumée sans feu. Tous ces malheurs, c'est à cause de cette situation d'insécurité, d'où le développement était impossible. Alors, voilà pourquoi finalement l'accord d'Arusha. Et en 1993, ce n'est pas fini, hein. Il y a eu la renaissance, les années 90 du multipartisme et de la démocratie, suite à l'imposition de l'Occident et des États-Unis. Le président Boya a été obligé d'accepter le multipartisme, mais encore une fois, depuis l'année dont je vous ai parlé, et voilà, il y a eu une compétition démocratique. Pour la première fois, un président burundais a été élu au suffrage universel direct. C'est son excellence, M. le président Mikio Ndadaye, qui malheureusement, après 3 mois de gouvernance, a été lâchement assassiné par une armée monoethnique qui était composée de Tutsis. Parce que depuis le génocide des Hutus, tout le monde avait disparu, intellectuels assassinés, les autres avaient fui le pays, et les autres ne peuvent pas aller à l'école, c'était difficile, sauf quelques-uns. C'était difficile. Voilà la problématique, d'où alors, quand on a assassiné un premier président démocratiquement élu, le peuple a dit non, on en a assez. Des assassinats depuis Guagasore, depuis les députés de 65, les coups d'État sur les coups d'État, et d'ailleurs, je le dis un peu en arrière, en 1988, sur le Major Buyoya, il y a les 2 communes d'Ongozi et Kirundo et Marangara, il y a même la radio qui est allé assassiner les gens, environ 15 000 personnes assassinées. C'était grave, catastrophique, en 1988. Vous voyez que le problème est très compliqué. D'où alors, il y a un groupe de personnes qui ont commencé à écrire une lettre ouverte au Major Buyoya, le président, en disant toute la vérité, ils ont craché. Les uns ont été emprisonnés, les autres ont fui. Mais la communauté internationale a crié, on a assassiné des personnes, on les a emprisonnés, à un moment donné, ils ont été libérés. Et puis, quand on a assassiné le président Melchior Ndadaye, le peuple a commencé à créer une rébellion. D'où la naissance du FDD, qui par après est devenu le parti sénégalais qui est au pouvoir aujourd'hui. Le désordre a commencé à Kamenge, mais il y avait le parti tout avant qui avait essayé de faire des combats, des attaques, mais en vain. Mais voilà que justement ça commence. La guerre contre la guerre, armée, rébellion, jusqu'à devenir très fort, jusqu'à fuir dans les forêts. Comme on a commencé à faire une répression dans les écoles, tous les étudiants ou tous à l'université, il y a eu des assassinats, les étudiants ont fui, qui a été éliminé les universités du Burundi, et directement, ils se sont rendus dans la forêt, dans la rébellion. Ce sont les activités généraux que vous connaissez dans l'armée burundaise, et pour la plupart d'entre eux. Le peuple a soutenu la rébellion, combat sur le combat, pression internationale sur le Major Buyoya, et il accepta les négociations avec tous les combattants qui étaient dans la brousse. Et voilà que finalement, négociation conduite en premier lieu par Mohamed Julius Nyerere, ancien président de la République de Tanzanie, mais comme il était trop vieux, qui par après a été remplacé par son excellence Nelson Mandela, et qui a conduit ces négociations au nom de la communauté internationale jusqu'à la signature de l'accord de Joseph. Voilà l'origine essentielle de ces accords. C'est vrai. Les accords ont été mis là-bas et ils ont été signés. Alors, au cours de négociations, les Burundais se sont subdivisés. Il y avait 10 partis politiques à majorité Tutsi, qu'on appelait G10, et les partis politiques à majorité Hutu qui c'est 7, on appelait le G7. La plupart de G10, ils ont signé avec les réserves. Moi, j'ai le document ici. Hein. Ils ont signé avec les réserves, il y a ce qu'ils n'acceptaient pas, et ainsi de suite. Quel était l'objectif, justement, de cet accord? Le contenu essentiel consiste à la réconciliation des Burundais. Le partage de pouvoir, l'équité, l'administration, la démocratie, tout ce qui est avec un État fonctionnant en harmonie. Et bien voilà, il y a eu, à partir de cet accord d'Arusha, évidemment, il y a eu les premières constitutions de 2005, justement, après la signature, il y a eu un gouvernement de transition. Donc le gouvernement était dirigé par une partie par le Major Buyoya et une autre par le président M. Daïzei. Et après, il y a eu les élections, évidemment, quand Pierre Nkurunziza a été élu par le Parlement pour présider le pays. La constitution qui avait été mise en place en 2005
il y avait des éléments qui bloquaient le fonctionnement du gouvernement. Parce qu'on a trouvé qu'il y avait des dispositions qui bloquent et qui ne donnent pas le pouvoir au président de prendre des décisions. Raison pour laquelle, en début 2018, le gouvernement burundais a décidé de revoir la Constitution et d'essayer d'y inculquer l'essentiel de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation, et évidemment, avec le pouvoir de soulever les équivoques d'interprétation de cette Constitution. Puisque l'article 96 avait posé problème en 2015, quand Nkurunziza allait être candidat. Les uns disaient, voilà, c'est le troisième mandat, et les autres, le deuxième. Qui est la vérité? Il y a la Cour constitutionnelle qui, elle, était apte à pouvoir les trancher, a montré qu'évidemment, Nkurunziza avait raison de se faire élire. Pourquoi? Parce que, en 2005, il n'avait pas été élu au suffrage universel direct. Alors que l'article 86 de cette Constitution disait, je cite, un chef de l'État peut être élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois élu au suffrage universel direct. Or, ce n'est qu'en 2010 que le chef de l'État burundais, Pierre Nkurunziza, a été élu pour la première fois au suffrage universel direct. Et en 2015, c'était la 10e fois qu'il était élu de cette manière. C'est vrai qu'il y avait 3 mandats, mais le premier mandat était un mandat post-transition où il n'a pas élu par le peuple parce que l'article était clair. Même un enfant pouvait interpréter cette constitution. Ceux qui ont refusé l'arrêt de la Cour constitutionnelle du Burundi ont porté plainte à la Cour de justice de l'EAC. En première instance, cette Cour a décidé, a montré que donc Nkurunziza peut se faire élire. En deuxième instance, ça a été la même chose. D'où, évidemment, il a été élu par la population avec plus de 69% en 2015. Il a gouverné le pays. Voilà, alors, maintenant, je suis déjà entré dans l'évaluation, comme vous voyez. Je vous ai montré comment certaines dispositions, les objectifs, ont été mis dans la Constitution. Ici, je peux vous citer plusieurs articles de la Constitution qui montrent comment, justement, cet accord a été inculqué dans la Constitution du Burundi. Si vous allez dans la préambule, à la page 1, vous allez constater que la Constitution s'y réfère même à l'accord d'Arusha et aux autres accords internationaux. Ça montre que tout ce qui a été interdit doit être appliqué pour mettre en application cette Constitution et surtout à travers d'autres lois connexes à la Constitution. Vous savez que c'est la loi fondamentale, il y a les lois organiques, il y a les lois ordinaires qui émanent de la Constitution, qui mettent en application certains chapitres, certaines dispositions. Si je prends par exemple le secteur de l'administration. Administration communale, aucune étude ne peut dépasser 67%. C'est écrit dans la Constitution. N'est-ce pas qu'on a, puisque ce qui a posé problème, c'est qu'il y avait un égoïsme avec une poignée de gens qui voudraient gouverner avec des gouvernements monoethniques, armées monoethniques. C'était inacceptable par la majorité de la population burundaise qui était de 85%. Ça, je vous dis comme vérité. C'est ce qui a posé problème. Et il fallait que, dans la Constitution, le gouvernement y mette tous ces éléments de la Constitution pour que le gâteau national soit partagé de manière équitable. Pour former le gouvernement, il faut au plus 60% de Hutu, au plus 40% Tutsi, avec un minimum de 30% de femmes. N'est-ce pas vraiment que tout le monde? Et vous imaginez, ici, pour qu'il y ait la paix au Burundi, la majorité s'est sacrifiée. Parce que si on est à 85%, on accepte d'être 70% au gouvernement. On est 85%, on accepte d'avoir 67%. Tandis que dans l'administration communale, c'est 67%. Ça, au niveau de la secteur de sécurité, je vais y revenir, là c'est le pire encore. Au niveau de l'armée de la police, il y a sacrifice. On dit 50%, 50%. 14%, on les donne 50%, vous imaginez, monsieur. Et 85%, ils acceptent d'être à 50%. Armée police. Comment vous voulez que le Burundi peut être réconcilié pour avoir de la paix? C'est pour vous montrer qu'il y a des avancées significatives qu'a j'évalue, à mon avis, la mise en application de l'accord d'Arusha. Toutefois, concernant le chapitre de la réconciliation, ce n'est pas fini. Faire l'équité dans le pouvoir, c'est une chose.
Mais réconcilier sur tous les secteurs, c'est autre chose, parce qu'il y a des gens qui ont eu des blessures psychologiques à cause de ces assassinats, des fausses communes qui sont partout dans le pays, avec des pillages qui ont eu lieu, avec les maisons pillées, avec les propriétés des autres occupées par les autres. Ça, il faut comprendre. C'est pourquoi le gouvernement burundais a mis en place des mécanismes de justice transitionnelle qui vont aider à continuer le processus de réconciliation et qui sont produits par l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, signé en août 2000. Lesquels une partie de ce mécanisme se trouvait dans la Constitution dans son article 275. Il y a le Conseil national pour l'unité nationale, il y a l'Observatoire national pour éradiquer le génocide et les crimes de génocide, il y a le Conseil national de sécurité, il y a le Conseil économique et social, et puis d'autres mécanismes aussi qui ne sont pas dans cet article, notamment la commission vérité et réconciliation, comme c'est prévu par l'accord d'Arusha, et la commission a été mise en place, la première commission a terminé son mandat, on est à la deuxième, et d'ailleurs, l'année passée, ils ont compris qu'il y a eu génocide, ça les arrête déjà fait. Mais le gouvernement a dit, continuez les enquêtes, on ne peut pas conclure sans avoir terminé tout le travail, on conclura après qu'il y a eu réellement génocide, parce qu'il faut des institutions compétentes pour conclure qu'il y a eu génocide. Il y a la CNTB, Commission des terres et autres biens, parce qu'il y a eu des pillages, les uns ont assassiné les gens, ils sont après les propriétés des autres. C'était une fait de réconcilier. Mais dans la CNTB, le fonctionnement n'a pas été très avancé. Il y avait aussi la CSTB, qui est une cour spéciale qui complétait les conflits qui n'étaient pas terminés par la commission, et qui est là et qui aide. Maintenant, le gouvernement actuel a suspendu les activités de la CNTB. Ça sera une branche de la CVR parce que c'est connexe. On trouve que finalement, il y a une complétude entre la CVR et la CNTB. Ça sera une des institutions, une des départements de la commission vérité et réconciliation. Bientôt, je crois que le gouvernement burundais est à l'aise pour mettre en place une loi élargie de la CVR qui pourra inclure tout cela. C'est très important. Et pour retourner un peu en arrière, pour mettre en place la nouvelle constitution que vous voyez, dans laquelle on a mis tous ces éléments, il y a eu un dialogue national qui a eu lieu. Le gouvernement a mis en place ce qu'on appelle la CNDI, n'est-ce pas? La CNDI, c'est le Conseil national de dialogue social. On a interrogé la population dans toutes les communes du pays, 116 communes. On est allé au niveau provincial, niveau national, les partis politiques, la société civile. Ils ont contribué pour mettre en place cette nouvelle constitution. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a eu 4 sessions de dialogue à Arusha, où moi, j'ai conduit la délégation burundaise, était le chef de la délégation de la 4e session, qui est allé siéger à Arusha pour conclure sur certains éléments de pouvoir justement réconcilier les Burundais, faire rentrer les politiciens et mettre en place une nouvelle constitution qui quand même ne pose pas les équivoques et qui bien entendu renferme l'essentiel du contenu de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation. Eh bien, comme vous savez, dans tous les pays, il y a toujours une opposition normale et une opposition radicale. Les radicaux existent. C'est pourquoi, quand vous entendrez tous les jours, il y en a qui disent que l'accord d'Arusha a été enterré, c'est faux. Je vous dis la vérité. Allez consulter la constitution burundaise sur Internet, il y en a. Tout ce dont je vous ai parlé figure. J'étais en train d'évaluer, évidemment, cette constitution. Et enfin, pour conclure vers la fin, je voudrais revenir sur la plateforme dont vous parlez. Nous avons essayé. La CPGL était là, mais suite à ces coups d'État, ces assassinats, ces divisions, ces guerres civiles, comment voulez-vous que la plateforme pourrait fonctionner? C'était la CPGL. Je vous ai dit comment on avait partagé les avantages. Siège accès au Rwanda, électricité en RDC. Chez nous, c'est justement la grille au siège d'une institution chargée de la grille d'élevage. Le siège se trouvait à Gitega, évidemment, qui est chargé de ça avec des recherches. C'était IRAS, on appelle ça IRAS, évidemment, surtout à Gitega. On avait partagé tout pour faire un équilibre. Toutefois, on tente toujours à mettre en face des mécanismes. Maintenant, avec la communauté est-africaine, l'EAC, on tente, en témoigne les troupes burundaises qui sont déjà en RDC, bien entendu, pour aider la population congolaise en vue de ramener la paix. Au moment où je vous parle cette année, c'est le président
Ndayishimiye du Burundi, son excellence, qui préside l'EAC. Même le parlement de l'EAC est plus par un Burundais, mais également la justice, c'est un Burundais maintenant. Alors c'est pourquoi vous avez vu qu'il y a eu une immobilité et de pouvoir décider pour aider la RDC. Malheureusement, peut-être dans certaines régions de la RDC, pour ce qu'il y a un problème de ne pas agir comme il le faut. D'où quelque part nos frères congolais se lamentent. Mais je pense que pour tous ceux qui sont là, et surtout les Burundais, vous l'avez vu cette semaine, ils ont été attaqués, ils ont ramené la paix dans la sous-région, ils ont chassé les voleurs, les vaches qui étaient volées tout consulat ont été ramenées à la population. C'est quand même des actes extrêmement professionnels qui est venu d'une fusion de la rébellion et de l'armée professionnelle et qui, chaque fois, intervient dans le monde entier, notamment à Somalie, on a toujours les contingents. On a été à Côte d'Ivoire avec les officiers policiers pour former, on a été au Haïti, le Burundi a été là, on a été à Centrafrique, même maintenant nous avons des contingents dans le pays centrafricain pour ramener la paix. Donc, c'est vraiment une armée professionnelle qui est à l'aide, qui est au travail et qui souhaiterait que dans ce région, il y ait la paix. Ce mécanisme, s'il n'y avait pas de sabotage des uns et des autres, ça pourrait réussir. Attendons. Très bientôt, il y a une réunion sur la RDC au niveau de la sécurité qui aura lieu à Bujumbura et le secrétaire général de l'ONU a accepté de participer justement à cette réunion à Bujumbura. Ça sera, je crois, à mai, les premières dates de mai, le 5 et le 6, je crois, je ne sais pas. De toute façon, on a invité l'envoyé spécial de l'Union européenne dans la sous-région, on a invité l'envoyé spécial du Royaume de Belgique dans la sous-région, il y a le secrétaire général qui a accepté d'être à Bujumbura avec tous les présidents de l'EAC pour traiter la question et voir la stratégie à prendre pour qu'en fait de compte, il y ait la paix et la sécurité. Toutefois, les tentatives sont là pour ramener la paix. Le processus de réconciliation au Burundi, ça continue en avance, mais vous savez, pour terminer, si quelqu'un a été au pouvoir pendant longtemps et qu'il n'est pas pris au pouvoir, il n'est jamais satisfait. Il sera toujours dans l'opposition parce qu'il voudrait toujours gouverner. Mais il faut que les opposants burundais, congolais, rwandais comprennent, le monde évolue, les choses changent. Il faut accepter que la démocratie gagne et règne et c'est un développement durable dans notre sous-région. Je vous remercie. Tout à fait. Merci. Merci beaucoup. Pour toutes ces informations qui vous ont vraiment tout à fait éclairé. Et je voudrais revenir sur deux points parce que vous avez parlé des éléments qui avaient intérêt à déstabiliser le pays, etc. Il y a beaucoup de monde qui entendent parler des interamours de Moulengé. Si vous voulez nous donner quelques éléments d'information là-dessus, parce que là, beaucoup de monde ne comprend pas ce que cela veut dire. Vous venez de parler des histoires des interamours ou de Moulengé. C'est une histoire complexe. À ce qu'on sache, cette estime est partie de la RDC. Il y a une population congolaise qui parle au Kinyarwanda, qu'on appelle les Banyamulenge. Il faut introduire l'histoire pour dire quand, qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'était au moment de la délimitation avec les colons? Qu'est-ce qui est parti? C'était en RDC. Les historiens pourraient donner la réponse à cette question. Quant aux intérêts, c'est un concept qui a été mis en place quand il y a eu génocide au Rwanda. Maintenant, il n'y en a plus. Vous savez qu'ils ont fui. Vous savez que l'armée rwandaise, à ce moment, a suivi. Le mandat de ces a tué des milliers de personnes qui disaient qu'ils avaient idée là, mais la plupart étaient la population innocente, je le sais très bien. Mais c'est une histoire qui ne se parle plus, qui s'est terminée, je pense, à mon avis. Alors, revenons sur l'unité, l'union et la plateforme à mettre en place pour développer. Je change d'avis. Je quitte la politique, je deviens au développement. Juste un exemple qui va vous intéresser. Au moment où je vous parle, la République du Burundi, la République de Tanzanie et la RDC ont signé un projet de mettre en place un chemin de fer qui quitte Dar es Salaam, Kigoma, Gitega, Bujumbura, Kindu en RDC en vue de pouvoir développer notre région. Au moment où je vous parle concernant le Burundi et la Tanzanie, un appel d'offres est déjà là pour ceux qui seraient intéressés à pouvoir déjà construire plus de 280 km. Parce que la Tanzanie, en ce qui la concerne évidemment, a déjà fait son travail depuis Dar es Salaam jusqu'à Kigoma, c'est de longtemps. C'est juste à partir de Kigoma, passer par le visa, venir à Musongati, il nous faut beaucoup de minéraux là-bas jusqu'à Gitega, Musongati, et à partir de là, il faudra que la RDC et le Burundi, on se mette ensemble. C'est pourquoi il y a beaucoup de sabotage. Il y en a qui ne veulent pas que ce projet se fasse. On est en train d'améliorer la coopération entre le Burundi et le Rwanda pour que la coopération continue. Maintenant, ce ne sont plus des frontières fermées, mais on est là et voilà.
c'est un élément qui va développer, vous savez, pour avoir le carburant en RDC dans toute la région, ça ne pas Dar es Salaam, Burundi, RDC, on se bat. On est sur le combat seulement, on est gêné par quelques déstabilisateurs de la paix en RDC et tout cela, et qui ne veulent pas que cela se passe, il faut le savoir, mais les Burundais sont déjà en RDC, il y a la SADC qui s'est levée, il y a d'autres qui se sont levés, mais qui apparemment n'ont pas beaucoup de force, mais espérons que la vérité vaincra et la paix aura lieu. Et le développement durable. Voilà, messieurs les journalistes, je vous ai compris, tout c'est vraiment un élément, ni l'union que l'union fait la force. Voilà. Confrères Europe, 27 pays. Quand la Grande-Bretagne a voulu quitter, c'était des cris, parce qu'ils savent. Perdre un élément quand on a une unité, c'est un problème. L'Europe est forte parce qu'on a uni 27 pays. Elle n'est pas là, évidemment, mais qui ont une façon de se solidariser à travers l'Union européenne, avec le Parlement européen et la Commission européenne, et d'autres institutions européennes plutôt. Exemple, États-Unis, c'est fédéral, c'est pourquoi il est très fort. Pourquoi pas la Fédération de Russie? D'ailleurs, c'est pas la Fédération de Russie, mais ce qu'on a appris commence à annexer, parce qu'ils savent, l'Union fait la force. Une force est apportée, ça fait gagner quelque chose. La Chine, c'est comme une fédération, si vous regardez. Vous parlez de Taïwan, ce qui se passe, vous voyez. Donc, nous les Africains, au problème que nous avons, nous Africains, je pense que c'est le sous-développement. Le colonisateur a profité de ce développement pour nous manipuler, parce qu'il va dire, c'est moi qui va construire l'école, c'est moi qui va faire ceci, n'est-ce pas? Si les Africains étaient unis, étant donné les richesses minières et autres que nous avons, nous serions la première force du monde. Bien sûr. Parce que c'est l'Afrique qui enrichit ces autres puissances. Je m'explique, Jonathan. Oui, évidemment. Son Excellence, c'est Mohamed Kadhafi qui a tenté. Où est-ce qu'il est? J'ai déjà tout compris. Nos chefs d'État africains, il y en a des panafricanistes, il y en a, mais d'autres qui sont toujours des pions, qui doivent être manipulés par les anciens colons. Raison pour laquelle, tant que cette division est toujours là, il nous sera difficile d'être unis, de se développer comme il faut. On sera toujours des pions à manipuler. On sera toujours volé par nos richesses. Alors, pour terminer, je voudrais faire un clin d'œil à nos chefs d'État africains de prendre le modèle de l'Europe, le modèle des États-Unis, de la Russie, de se mettre ensemble, de dépasser les frontières et de faire une Afrique unique, fédérale, et poser des conditions dans les contrats des minerais et autres. On aurait beaucoup de devises. Ça devait être dans le paradis. Malheureusement, on est loin parce que même dans notre sous-région, la communauté africaine, on trouve qu'on n'est pas réellement unis. Vous croyez être ensemble, vous vous asseyez, vous préparez tout. Parmi vous, il y a un pion qui va raconter au Congo et qui va déstabiliser. Oui, tout à fait. Mais petit à petit, l'oiseau fait son nid. Espérons que les jeunes générations aboutiront à cet objectif idéal d'être unis et de construire une Afrique riche, qui se respecte et qui pose des conditions au monde extérieur et rendre riche notre continent. Je vous remercie.